La partie civile avait la parole. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. Monsieur Diaby, j'ai envie de vous lire une disposition de l'ancien code de déontologie médicale de 1996, valable en République de Guinée. Il est du décret numéro D-205/205/PRG/SSG du 5 décembre 1996. Voilà ce que dit l'article 43. Oui. Lorsqu'un médecin discerne qu'une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privation, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonscription. S'il s'agit d'un mineur de moins de 15 ans ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, il doit, sauf circonstances particulières qu'il apprécie en conscience, alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives. Monsieur Diaby, à la lumière de cette disposition du Code de déontologie médicale de 1996 que je viens de vous lire, est-ce que les hôpitaux, en tout cas vous étiez ministre de la Santé, est-ce le Code de déontologie médicale qui s'appliquait au sein des hôpitaux, que ce soit en temps de crise ou en temps normal? La question? La question c'est, vous êtes régi par des lois, oui, notamment le Code de déontologie médicale. Oui. La disposition que je viens de vous lire en substance dit ceci: lorsqu'une personne mineure ou en tout cas une personne dans une situation de vulnérabilité se retrouve face à un médecin, celle-ci, sauf circonstances particulières, a l'obligation d'alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives. Je veux savoir, est-ce qu'en temps de paix ou en tout cas en temps de guerre ou en temps de crise, c'est le code de déontologie médicale qui s'applique à tout médecin en République de Guinée? Oui, maître. Et comment ça se fait? Comment est-il possible qu'il y ait eu tous ces morts, que vous n'ayez pas appliqué cette disposition? Maître, je crois avoir appliqué cette disposition parce que j'ai rendu compte au président de la République et au Premier ministre. Peut-être que je n'ai pas rendu compte aux autorités judiciaires, mais à travers mon compte rendu, le président a saisi le ministre de la Justice et le procureur. Est-ce que vous avez... D'accord, je suis d'accord avec votre réponse, M. Diaby. Mais dans ce cas, est-ce qu'au moins vous avez informé l'ordre des médecins, le conseil de l'ordre des médecins, qu'il y avait ce jour-là à l'hôpital d'Onka beaucoup d'infractions, en tout cas de choses, de crimes qui se sont produits et de personnes qui ont été blessées? Avez-vous saisi au moins le conseil de discipline de l'ordre des médecins, ou en tout cas l'ordre des médecins, parce que je ne maîtrise pas la structure et le fonctionnement de l'organisation de l'ordre des médecins? Merci, maître. Le professeur Ibrahim Baldé, à l'époque président de l'ordre des médecins de Guinée, était même membre du comité de crise. Oui, qu'il soit membre du comité de crise, oui, est une chose, oui, mais qu'il soit saisi par vous, oui, pour dénoncer qu'il y a eu des crimes en Guinée, c'est différent, à mon humble avis. En tout cas, moi, j'ai saisi le conseil de l'ordre. D'accord. Donc, vous avez un écrit qui atteste que vous, ministre de la Santé, à l'époque, vous avez saisi le conseil de l'ordre des médecins? Non, c'est verbal. C'est pour ça que dans le comité de crise, il y a le nom du président et puis il était membre actif du comité de crise. D'accord. Monsieur Diaby, vous êtes médecin. Que disent les lois en République de Guinée sur les autopsies? Là, franchement, maître, je ne sais pas. Vous ne savez pas? Non. Et vous n'avez pas non plus demandé? Non. Vous n'avez pas demandé à l'ordre des médecins, vous ne vous êtes pas renseigné, vous avez mis en place un comité de crise, vous n'avez pas posé la question pour savoir est-ce qu'en l'état actuel des choses, des personnes ont été blessées, des femmes ont été violées, certaines personnes ont perdu la vie, il nous faut prendre... Vous ne l'avez pas fait? Non, maître. Mais dans vos déclarations ici, j'ai senti, en tout cas ce que j'ai cru comprendre, c'est que vous dites que cette requête-là ne peut venir que de la famille.
Et la disposition que moi j'ai lue tout à l'heure prouve à suffisance, en tout cas à mon humble avis, que ce n'est pas le cas. Que ce n'est pas que la famille qui doit demander les circonstances de la mort d'un individu ou les circonstances de l'état physique ou psychique d'un individu qui se trouve devant un médecin. Oui. Oui, la question, maître, oui. Non, la question, elle est simple, Monsieur Diaby. La question, c'est, vous, en votre âme et conscience, est-ce que c'était seulement aux familles de demander à ce qu'on pratique des autopsies sur le plan purement légal? Comme je ne suis pas spécialiste en matière de justice, je viens d'apprendre déjà, en dehors en plus de la famille, il y a les autorités judiciaires. Mais, M. Diaby, vous n'êtes pas spécialiste, mais vous êtes régi par le code de déontologie médicale. Vous êtes médecin. Vous exercez depuis combien d'années déjà? Depuis 1986, depuis 1987. Donc ça fait environ 35 ans que vous avez une pratique, vous avez de l'expérience. Donc vous savez que vous êtes régi par le code de déontologie médicale. Bien sûr, maître. Ça, je sais. Vous savez? Oui. Donc, est-ce qu'à un moment donné, vous avez demandé, lorsque les blessés sont arrivés, lorsqu'il y a eu des morts et que vous avez dit qu'il y avait une affluence à Donka, est-ce que vous avez demandé aux médecins d'exercer en toute conscience et d'appliquer le code de déontologie médicale? Ça, je leur ai dit d'exercer, de s'occuper des malades en toute conscience. En toute conscience? Oui. Mais vous avez parlé ici d'un gamin de 12 ans hier, oui, qui a perdu la vie. Oui. Et la disposition que moi je vous lis ici dit qu'on devrait protéger, les médecins devraient protéger certaines personnes en vertu de leur âge, de leur état de vulnérabilité. Oui. Ne serait-ce que ce garçon, l'exemple de ce garçon de 12 ans. Oui. Pourquoi vous n'avez pas dénoncé? Pourquoi vous n'avez pas exigé de ce médecin qu'il en informe les autorités judiciaires ou médicales? Bon, les autorités médicales l'enfant était déjà, le gamin était déjà hospitalisé. Donc les autorités médicales étaient informées. Est-ce que cet enfant, est-ce que le corps de cet enfant a été autopsié? Non. Pour quelle raison? Non, mais peut-être parce que nous n'avons pas demandé, peut-être que la partie de la famille aussi n'a pas demandé. Et vous estimez normal qu'un garçon de 12 ans ait perdu la vie dans ces conditions et que vous, première autorité de la santé de notre pays, que vous n'ayez pas demandé une autopsie? Je viens d'apprendre, je viens de comprendre maintenant, maître, que ce n'est pas normal. Ok, donc d'après votre réponse, je vous pose une question. Est-ce que l'État avait l'obligation de faire des autopsies? Bon, j'ai compris maintenant que l'État avait l'obligation d'en faire. Le président d'Addis à l'époque avait affirmé sur France 24 que 53 personnes étaient mortes par asphyxie ou bousculade et 4 par balle perdue. En vertu de quoi? Parce qu'il l'a dit en disant qu'il tient ces rapports-là et ces informations de son ministre de la Santé. Sur quoi il s'est appuyé pour déterminer la cause de ces décès-là? Ah, maître, là, franchement, je ne sais pas. Là, franchement, je ne sais pas. Puisque à l'heure où nous sommes, à moins qu'on ne fasse recours aux archives du ministère de la Santé, j'ai oublié les pourcentages et les nombres par pathologie, par pathologie, je veux dire. Le président d'alors a plusieurs fois martelé que 53 personnes mortes par bousculade et 4 personnes blessées par balle perdue. Donc j'estime que ce rapport, il doit y avoir une autopsie qui a été faite sur ces corps-là. Aucune autopsie n'a été faite, maître, je ne vais pas vous mentir. Et sur quelle base alors? Aucun rapport, même médical, n'a été remis à la Commission nationale d'enquête, vous, à votre connaissance? Non, il y a les rapports médicaux. Les rapports médicaux existent. Ah bon, on peut faire des rapports médicaux pour un mort? Moi, de ma petite expérience, je sais qu'en général, c'est l'autopsie ou le rapport médico-légal pour des personnes décédées. Moi, là, je crois que c'est des rapports médicaux, légaux.
Donc, on ne vous a jamais demandé de produire des rapports médicaux pour la Commission nationale d'enquête? Non, non. Maître, je n'ai pas rencontré les membres de la Commission nationale d'enquête, ni ceux de la Commission internationale d'enquête. D'accord. Je ne sais pas pourquoi, peut-être ils ont occulté mon service, parce que ce n'est pas le docteur Diaby qu'ils ont occulté. D'accord. Docteur, monsieur le ministre, vous êtes venu ce jour-là à Donka, c'était une situation d'urgence. Est-ce que vous avez eu des informations précises sur le mode d'acheminement des corps? Étaient-ce des militaires? Étaient-ce des ambulances? Ou étaient-ce des personnes qui sont venues déposer les corps à Donka? Non, maître, je n'ai pas eu ces précisions. D'abord, je n'ai pas pris du temps à Donka. Je n'ai pas pris du temps à Donka parce qu'il était question d'aller chercher ces clés, et le docteur Abdourahmane qui détient les clés, donc il y avait cette urgence. Donc je n'ai pas retardé à Donka, c'est que je n'ai pas pu demander. Mais cela n'a jamais figuré dans les rapports que vous déteniez, parce que vous avez plusieurs fois martelé ici que les techniciens travaillaient et qu'on vous remontait les informations à la seconde près. Vous n'avez jamais eu, ces informations n'ont pas filtré dans les rapports que vous receviez, vu que vous ne pouviez pas être partout à la fois. Mais au moins, vous pouviez avoir certaines informations. Oui, maître, mais le rapport que ces médecins fournissaient, c'était des rapports purement techniques, c'était sur le plan médical, pas sur le plan de la logistique. Mais vous savez, ça va au-delà du plan de la logistique. Parce que je crois qu'il y a même des véhicules civils qui en envoient des taxis. Oui, justement, ça va au-delà de ça. Je ne sais pas, je ne connais pas le fonctionnement des morgues ou des hôpitaux strictement, mais je sais que des personnes qui sont blessées dans certaines conditions, des personnes qui ont perdu la vie dans certaines conditions, des personnes ce jour-là qui ont été transportées par les forces de défense ou de sécurité dans cet état-là, alors que les forces de défense et de sécurité sont mises en cause, ça laisse des questions en suspens, Monsieur Diaby. Monsieur Diaby, vous avez dit ici que ce jour-là, c'était férié et que vous ne deviez pas vous mettre en tenue militaire. Qu'est-ce qui explique que vous soyez allé vous changer et revenir porter votre tenue? C'est parce que, pour moi, après avoir pris la clé et le docteur Abdourahmane, il fallait aller au camp et rendre compte. Mais ce jour-là, c'est le président ou le chef d'état-major lui-même qui avait demandé aux militaires de ne pas se mettre en tenue militaire, que c'était un jour férié. Oui, mais moi j'ai estimé pour aller voir le président, je devais me mettre en tenue militaire, tout purement personnel. Et donc c'était une violation aussi de la disposition ou des prescriptions qui avaient été faites par le président de la République. Oui, parce qu'il y a une circonstance qui est advenue, qui m'a forcé à violer peut-être les dispositions du chef d'état-major. C'est une circonstance qui n'était pas attendue de moi. Je vous remercie. Merci, maître. Je vous remercie, Monsieur le Président. Honorable assesseur, j'aurais peut-être une seule question à Monsieur Diaby, Monsieur le ministre. Je voudrais savoir, votre comité de crise, oui, maître. Vous avez déclaré ici que certains patients auraient été évacués à l'étranger. Quel était le critère de sélection? Le critère de sélection de ces évacuations, c'est au cas où on ne peut pas, soit techniquement on n'a pas les moyens de le faire ici, ou bien on n'a pas un spécialiste pour le faire ici, ou bien même si on a un spécialiste, on ne peut pas le faire ici parce qu'on n'a pas le matériel, là, on évacue. Vous avez évacué combien de patients? Si on peut évacuer. Vous avez évacué combien de patients? Un seul patient. Vous vous souvenez de son nom? Non, j'ai oublié son nom, maître. Est-ce que c'est lui qui était sorti dans le reportage quand le président Dadis est venu à l'hôpital? Ce n'est pas lui qui avait été évacué. Bon, j'ai pas bonne souvenance, maître. Vous ne vous souvenez pas? En tout cas, oui, on l'a évacué au Maroc. Puisque la personne en réalité dont vous parlez n'a jamais été évacuée. Elle s'appelle, je vais vous donner son nom. Elle s'appelle
Alpha Oumar Bari. Quelle personne? Oui, c'est le patient qui était censé, la promesse, vous aviez tenu une promesse à un patient pour son évacuation sanitaire à l'étranger. Il s'appelle Bari Alpha Oumar. Vous n'avez jamais tenu votre promesse, mon colonel. Pourquoi? Ah, maître, moi, je crois, j'ai évacué une personne. Très bien. À l'hôpital de spécialité. Mon colonel. À l'hôpital de spécialité. Et je vais vous dire dans quelles conditions vous lui avez promis l'évacuation. Parce qu'elle a parlé. Est-ce que nous parlons de la même personne? Oui, nous parlons de la même personne. Celle que le président Dadis, avec laquelle le président Dadis a échangé quand il est venu à l'hôpital pour s'enquérir de la situation sanitaire des blessés qui étaient à l'hôpital. Elle s'appelle Bari Alpha Oumar. Elle est sortie dans les ondes. Elle est sortie à la télévision nationale. Elle a échangé des propos avec le président Dadis. Vous l'avez soudoyé. Vous avez promis son évacuation à Dakar pour qu'elle accepte de raconter à la face du monde ce que vous vouliez. Voilà comment vous avez procédé, mon colonel. Vous avez demandé à un des membres de votre cellule de crise de chercher un malade, un patient, pour que lui, qu'il soit préparé à tenir un discours pour faire bonne figure à l'arrivée du président Dadis et du président Blaise Compaoré. Voilà ce que vous lui avez appris à dire. Je vais vous lire son procès verbal. Il s'appelle Alpha Oumar Bari. Il s'agit du procès verbal en date du 5 avril 2011. À la deuxième page, voilà ce qui est écrit. Peu après, un individu est venu renvoyer les médecins qui étaient auprès de moi avant de me dire d'accepter de coopérer moyennant une évacuation sanitaire à l'étranger, une évacuation sanitaire à l'occasion de l'arrivée du chef de l'État. Après avoir donné mon accord, il m'a appris à dire ceci devant le chef de l'État et en face des caméras de la télévision. Vous lui avez appris un discours que je vais lire, entre guillemets. Le chef de l'État avait promis de ne pas tirer sur la population. Ce n'est pas lui qui l'a fait au stade. Les militaires et la population s'aiment. Chaque militaire vient d'une famille. Voilà le discours que vous avez appris à un patient qui devait répéter en présence du président Dadis, du président Blaise Compaoré et à la face du monde. La question maintenant. Non, monsieur le président, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. C'est important ce détail. Oui, posez la question maintenant. Quand le chef de l'État est arrivé dans la journée, j'ai prononcé ces phrases précipitées face aux caméras de la télévision nationale. Dès après, le chef de l'État a coupé les caméras. Il m'a demandé mon nom et a ordonné aussitôt au ministre de la Santé qui était à côté de procéder à mon évacuation sanitaire à l'étranger. Celui-ci m'a tenu une promesse, mais malheureusement, il ne l'a jamais respectée. Mon colonel. Oui, maître. Après avoir eu tous les fonds, vous avez décaissé des fonds au nom des victimes pour leur prise en charge. Non seulement vous ne les prenez pas en charge, mais pour faire bonne figure, vous promettez à ces patients l'évacuation sanitaire et vous leur apprenez même des discours. Vous pensez que ce n'est pas cynique? Maître. Je vous laisse avec votre conscience. Je vous remercie, monsieur le président. Monsieur Diaby. Oui, maître. Dans vos déclarations entre hier et aujourd'hui, j'ai noté des contradictions. C'est pourquoi je vais vous poser peut-être des questions pour avoir des précisions. Premièrement, en partance pour Koya, hier, vous avez dit, ça a été noté dans le primitif, et c'est même enregistré, que vous avez été appelé par la directrice de l'hôpital d'Onka. C'est à la suite de ça que vous avez rebroussé chemin. Aujourd'hui, ici, vous avez dit que c'est le colonel Oumar Sano qui vous a appelé. Et à votre tour, vous avez appelé la directrice. Entre les deux versions, laquelle on va retenir? Maître, je vous ai dit ceci. J'ai dit pardon, au tribunal ceci. Le premier coup de fil, c'est le colonel Oumar Sano, à l'époque chef d'état-major général des armées, qui a demandé ma position. J'ai dit que je suis à Koya. D'ailleurs, je lui ai dit je suis à Koya. Il dit qu'il y a eu des problèmes au stade, il faut envoyer les ambulances.
J'ai appelé, c'est un moment quand on a raccroché, j'ai appelé la directrice de Donka. Je lui ai ordonné d'envoyer les ambulances de Donka au stade. Donc, Ensuite, je partais toujours, parce que pour moi, c'était pas... Peut-être c'est un accident, un truc. Mais c'est après, quelques minutes après, la directrice de Donka même m'a appelé. Et m'a demandé ma position, je lui ai dit que je pars à Koya, je lui ai dit que je suis en partance pour Koya. Elle me dit, il y a eu beaucoup de problèmes, il y a eu des problèmes au stade, il y a beaucoup de blessés. De venir à Donka. C'est ce que j'ai dit au tribunal. Donc nous pouvons retenir que c'est le colonel Oumar Sano qui vous a appelé. Le premier. Le premier. Je suis d'accord. Tout est enregistré. Merci. La deuxième contradiction. De retour de Koya, vous êtes venu au camp Alpha Yaya. Oui. À partir du camp, vous êtes parti à l'hôpital Donka. Moi-même, je vous ai posé la question hier. Si vous n'avez pas eu de difficultés pour venir à Donka, vous avez dit que la circulation, vous étiez ministre, donc il n'y avait pas de problème. Presque au même moment, vous êtes parti à Nongotadi pour prendre la clé de la pharmacie centrale. Vous avez dit que par rapport à ça, la situation était explosive. Vous êtes parti difficilement. Est-ce que vous ne trouvez pas une contradiction entre les deux? Maître, moi, ce que j'ai dit au tribunal, je reprends. J'ai repris ça, je crois, 3 ou 4 fois. Mais comme je suis tenu obligé de reprendre, sinon, voici mon itinéraire. Quand ça a mouru, Koya, mais je ne suis pas arrivé à Koya. J'ai rebroussé chemin. Je suis rentré au camp Alpha Yaya, Diallo. J'ai pris mes gardes-corps. Nous sommes venus à Donka. À Donka, j'ai pris Dr Sié Kondé, à l'époque directeur national des établissements hospitaliers. Ils nous sont partis au camp Samori. Je me suis changé. Du camp Samori, nous sommes partis à Nongo, Tadi. On a pris Dr Abdourahman. Nous sommes revenus jusqu'au camp Alpha Yaya, jusqu'à l'hôtel du camp Alpha Yaya. Moi, j'ai laissé le véhicule continuer avec Dr Sié Kondé et Dr Abdourahman. Moi, je suis descendu là-bas au camp Alpha Yaya. Je suis rentré pour rendre compte au président Dadis. Après avoir rendu compte au président Dadis, je suis plus revenu à Donka, je suis parti directement au ministère de la Santé. Et la nuit, vers 20h, j'ai quitté le ministère de la Santé, j'ai rejoint Alpha Yaya. C'est ce que j'ai dit. À résumer. Je suis d'accord. Vous avez fait à peu près combien de temps lorsque vous êtes arrivé à Donka avant de partir à Nongotadi? Là, franchement, je ne m'étais pas chronométré. Vraiment. Okay. Et puis j'étais complètement confus avec ce que j'ai vu. Je suis d'accord avec ce que vous avez expliqué. Le problème, c'est que vous avez dit qu'en venant à Donka, la circulation était libre, il n'y a pas de problème. Et qu'en allant à Nongotadi, la situation était explosive. Vous êtes parti difficilement. C'est ce que j'ai noté comme contradiction. Vous ne trouvez pas? Non, il n'y a pas. Moi, je ne trouve pas une contradiction. D'abord, en partant à Nongotadi, nous avons évité la route de Prince. Mais il y a un point où on ne pouvait pas éviter la route de Prince parce qu'il faut traverser la route de Prince. De passer par l'autoroute qui était plus fluide. Comment on appelle ça? La tannerie, rond-point Cosa. Et c'est là où il y avait des échauffourées, c'est là-bas où il y avait des problèmes. Mais quand même, nous sommes débrouillés, on a continué et puis on est parti à Nongotadi. D'accord, dernière question. Est-ce que vous êtes prêt à vous confronter avec certains médecins qui vous auraient déclaré que si c'est comme ça, il faut nous tuer tous? Oui. Oui, maître. D'accord. Merci, Monsieur le Président. Bien. Docteur Diaby. Oui, maître. Colonel de votre État, n'est-ce pas? Oui. Bien. Il y a un enregistrement. Vous me suivez? Oui, je vous suis, maître. Bien. Il y a un enregistrement de commandant Toumba Diakité. Dans l'enregistrement, il affirme que la troupe ne peut pas sortir, aller en mission sans l'ordre des supérieurs hiérarchiques.
vous, en tant que colonel de votre État, qu'en dites-vous? En principe, oui. En principe, oui. L'armée, c'est le commandement. Bien. La date du 28 septembre 2009, tout le monde a vu que le stade avait été inondé par les bérets rouges. Ils étaient tous habillés. Ensuite, tout le monde a vu M. Tegboro, qui était également habillé, alors que vous avez affirmé ici que le président de la République avait ordonné ces jours qu'aucun militaire ne devrait porter la tenue. Et c'est ce qui vous est arrivé même à sortir ces jours-là pour vous rendre à Koya sans être en uniforme. Qu'en dites-vous? Je crois avoir dit, sinon si je ne l'ai pas dit, peut-être c'est un oubli, c'est que tous les militaires qui n'étaient pas en activité ne devaient pas sortir avec leurs tenues militaires en dehors des camps. Mais ceux qui doivent maintenir l'ordre, ceux qui ont des missions spéciales, pouvaient porter leur tenue, devaient être dans leur tenue d'ailleurs. Et ceux qui sont de garde. Ok. Alors donc nous voilà, pouvons pour ne pas... Oui. Allez-y, allez-y, allez-y. Non, allez-y, maître. Bien. Donc nous pouvons conclure que tous les militaires et gendarmes, ou prenons simplement les militaires qui étaient ce jour au stade du 28 septembre en tenue militaire et qui ont opéré au stade du 28 septembre et à l'alentour, alors étaient en mission spéciale? Ah, maître, moi, je ne sais pas, je n'étais pas au stade, je ne sais pas qui est parti au stade, et c'est celui qui est parti au stade et en mission, qu'elle soit spéciale ou ordinaire, franchement, je ne sais pas. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Mon colonel. Oui, maître. Le 28 septembre 2009, aux environs de 17h, est-ce que vous êtes venu avec le président Dadis, qui était accompagné de certains de ses compagnons, à la prison du colonel Moussa Tegboro Camara? Non, maître. D'abord, je ne suis jamais rentré dans le bureau du colonel Moussa Tegboro Camara pendant tout le temps, les 9 mois qu'on a fait ensemble. Je ne parle pas de son bureau, je parle de sa prison. Non, pas moi. Ça, c'est pas moi. Je ne suis pas venu là-bas avec le président Dadis. Pourtant, il y a... D'abord, le 28 septembre à 17h, j'étais au ministère de la Santé. Et je n'étais pas seul. Donc, vous n'êtes pas venu là-bas. Vous n'avez pas non plus, à cet endroit, donné l'ordre de procéder au pansement des plaies d'un blessé qui était détenu dans cette prison. Vous n'avez pas donné cet ordre? Maître, j'étais ministre de la Santé. Moi, je ne pouvais pas faire des pansements, maître. Non, je n'ai pas dit que vous avez fait des pansements, mais que vous aviez donné l'ordre de procéder au pansement de ces plaies. Les pansements de ces plaies, vous n'avez pas donné cet ordre? Non, ça, c'est pas moi, maître. C'est pas vous? Non. Mon colonel, le 28 septembre 2009, à 0h et 0h et quelques, qu'est-ce que vous étiez venu faire en compagnie du président Dadis devant les prisons du colonel Moussa Tegboro Camara et le ministre Claude Pivi? Qu'est-ce que vous étiez venu faire devant leur prison? Ça, c'est pas colonel Abdoulaye Chérif Diaby, maître. 0h, 0h30, moi, je n'étais pas avec le président Dadis, je n'étais pas avec Claude Pivi. Ces jours, quand même, c'était particulier. On n'était pas ensemble. Mon colonel, vous n'avez pas vu les camions chargés de transporter les ordures ces jours? Vous ne les avez pas vus au camp Alpha Diallo aux environs? Vous ne les avez pas vus? 0h30, c'est pas au camp Alpha le 28 septembre. Je n'ai pas vu, je n'étais pas à Alpha d'ailleurs. Mon colonel, vous et le président Dadis, vous ne vous rappelez pas avoir donné les ordres ces jours
je précise toujours, à 0h et 0h et quelques, qu'on procède à l'embarquement des personnes vivantes, des personnes mortes, et qu'on procède immédiatement à leur enlèvement avant l'arrivée des experts, vous n'avez pas donné de tels ordres, mon colonel? Ça, c'est pas colonel Abdoulaye Cherif Diaby, ça, maître. C'est pas vous? Non. Pour terminer, avec la permission du président, je vais vous lire l'interrogatoire d'une partie civile qui sera certainement confrontée à vous dans ce procès. Il s'agit de M. Yacouba Bari qui dit ceci. Je vous précise qu'au moment de ma détention à la prison de Thiebro, aux environs de 0h, des pick-up de la gendarmerie ont embarqué des personnes vivantes pour une destination inconnue. Aux environs de 0h30, deux autres pick-up ont embarqué de la prison de Pivi des personnes vivantes pour une destination inconnue. J'ai également remarqué une dizaine de camions bennes destinés au ramassage des ordures remplis de cadavres pour les envoyer vers Yimbaya ou autres destinations. Sur la question des juges d'instruction, à savoir, au moment qu'on embarquait les personnes détenues à la prison de Thiebro et de Pivi, est-ce que les deux y étaient? Voici sa réponse. Oui. D'ailleurs, même Dadis était présent. Sur une autre question, qui est la suivante, des instructions ont-elles été données concernant la destination de ces camions et par qui? Voici sa réponse. Les instructions étaient données par le capitaine Dadis et l'ex-ministre de la Santé, Dr Cherif Diaby, pour l'enlèvement immédiat de ces camions vers Yimbaya avant l'arrivée des experts. Qu'est-ce que vous en dites, mon colonel? Ça, c'est pas moi, maître. C'est pas vous? Non. Merci. Le moment de la confrontation viendra. Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le Président. Mon colonel. Oui, maître. Vous avez soutenu devant cette juridiction que M. Dadis vous a demandé de garder le corps. Est-ce que vous savez que cela constitue une faute pour M. Camara? Non, je ne savais pas. Bien. Est-ce que vous savez les actes que le chef de l'État d'alors et le gouvernement d'alors engagent aujourd'hui l'État guinéen, tant bien que mal? Est-ce que vous savez cela? Oui. Sincèrement, je vous remercie. Ensuite, pourquoi, après avoir reconnu cette tragédie, pourquoi vous n'avez pas démissionné en ce moment? Pourquoi? Pourquoi? J'ai dit, pourquoi? Oui. Après avoir prié pour les victimes là aujourd'hui, après avoir vraiment reconnu ce qui s'est passé au stade, c'était grave. Oui. Pourquoi vous n'avez pas démissionné en tant que ministre, pas en tant que médecin? Pourquoi vous n'avez pas démissionné? Démissionné en 2009, non? Bon. Bien. Est-ce que vous savez, il y avait un ministre qui avait démissionné? Est-ce que vous connaissez le ministre qui avait démissionné en ce moment? Il y avait 2 ou 3. Bien. Est-ce que vous savez, M. Justin Morel avait démissionné le 15 octobre 2009? Je sais, maître. Vous le savez? Oui. Merci. Monsieur, mon colonel, est-ce que vous savez, ici nous sommes devant une juridiction pénale. Oui. Maintenant, je voudrais vous demander, quelles sanctions disciplinaires ont été prises contre des militaires, contre des policiers, contre des gendarmes,
suite à ces événements-là, est-ce qu'il y a des sanctions disciplinaires quand même? Ça allait être facile. Là, maître, je ne saurais vous répondre parce que moi, j'étais ministre de la Santé, je n'étais pas membre de l'état-major. Bien. Est-ce que vous savez, à la place d'infliger des sanctions disciplinaires, on a fait des promotions à certains qui ont été nommés ministres et gouverneurs. Est-ce que vous savez cela? Ah, j'ai oublié. Est-ce que vous savez, certains accusés qui sont là ont été nommés par le professeur Alpha Condé en qualité de ministre, en qualité de gouverneur? Oui, certains accusés qui sont avec moi, oui. Très bien. En toute honnêteté, vous êtes un doyen. Nous allons mourir. Je voudrais vous demander, est-ce que vous pouvez convenir avec moi que la genèse de ces événements-là, c'est parce que vous avez voulu confisquer le pouvoir à la tête le capitaine Moussa Dadis Camara? Est-ce que ce n'était pas l'origine du mal? En toute honnêteté. Ah, franchement, maître, là, je ne sais pas. Non, moi, je ne peux que vous remercier. Hein? Oui, d'accord. Mais en toute honnêteté, Oui. est-ce que ce n'est pas le fait que le capitaine Dadis a dit à Kaloum ici, je peux ôter la tenue et me porter candidat? Est-ce que ce n'était pas la genèse là? Bon, maître, là, je te permets. Non, merci, hein, moi je suis satisfait pour ça. Bien. Mon colonel, Oui, maître. est-ce que vous savez que les victimes aussi veulent être libérées? Parce que vous avez déclaré, aujourd'hui vous êtes libre, vous êtes exprimé. Est-ce que vous savez, les victimes d'abord veulent être libres, libérées, faire leur deuil, comprendre ce qui s'est passé dans cette affaire? Est-ce que vous savez cela? Oui. Bien. En toute honnêteté, j'ai fini. Souvent, je ne suis pas long. En toute honnêteté. Alors, si vous tous, vous soutenez que vous n'êtes pas responsable, alors, quels sont les présumés auteurs des événements du 28 septembre? Parce que ce ne sont pas des drones qui sont venus massacrer les populations. Ce ne sont pas des drones qui sont venus, excusez-moi d'utiliser le terme, faire ce qu'ils ont fait sur nos mamans, sur nos soeurs, sur nos femmes, sur nos nièces. Ce ne sont pas des drones, ce sont des êtres humains. Est-ce que quand même, d'après vos informations, vous pouvez quand même nous dire au peuple de Guinée, au monde entier qui nous suit, vraiment, moi je pense que c'est tels et tels qui sont responsables de ces événements, y compris s'il y a des civils. Je vous remercie, mon colonel, et je remercie Monsieur le Président, Monsieur le Président et les assesseurs. Je remercie aussi mes chers confrères et consoeurs. Merci. Merci, maître. Monsieur le Président, Oui. je voudrais me mettre à l'aise, s'il vous plaît. L'audience est suspendue alors. L'audience est reprise, veuillez vous asseoir. Affaire ministère public contre M. C.C. Raphaël Abba et plusieurs autres. Monsieur Abdullah Sherif Diaby, venez là-bas. La défense. Monsieur le Président, honorable assesseur, merci de me donner la parole pour poser des questions à Monsieur Diaby cet après-midi. Monsieur Diaby, Oui, maître.
Je reviens vers vous pour que nous nous entretenions sur 6 éléments. D'abord sur les commissions d'enquête nationales, également internationales. Deuxièmement, sur les questions de déontologie qu'on est en train de vous opposer. Troisièmement, sur les dénonciations et l'ordonnance de renvoi que le parquet a bien voulu lire. Quatrièmement, sur vous-même. Et enfin, sur mon client, le président Dadis. Je termine par lui parce que j'ai comme l'impression que l'on veut chercher des poux sur une crâne rasée. Et on va tout à l'heure démontrer que ce n'est pas le cas. Sur le premier point, je vais commencer par la commission d'enquête internationale. Un des procureurs vous a lu quelque chose. Je vais relire pour que ça n'échappe à personne. Page numéro 32. Je lis. Dans les jours suivants, les bérets rouges auraient aussi informé les familles que le ministre de la Santé avait ordonné que personne ne touche à un seul corps. Je voudrais insister sur la conjugaison aurait. Est-ce que vous connaissez ce temps et ce mode? Oui. C'est quoi? Le conditionnel, je crois. C'est le conditionnel. Est-ce que le conditionnel n'est pas totalement contraire à la certitude? Je crois que oui. Est-ce que vous savez que devant un tribunal criminel en matière pénale, nous sommes dans un droit de certitude? Ah, d'accord. Alors, est-ce que ce rapport-là même est un rapport sérieux? Je ne crois pas. Ou on conjugue au conditionnel? Est-ce qu'on peut alors vous reprocher des choses écrites au conditionnel? Je crois que non. Merci. Je reviens à la commission nationale. Je reviens à la commission nationale. Êtes-vous au courant que cette commission a été mise déjà le 29, le président avait émis l'idée de mettre sur pied cette commission? Oui. Le 29, on est juste au lendemain du 28. C'est donc instantané. Oui, oui. Instantané. Oui, n'est-ce pas? Ça, je le sais, maître. Que signifie ce côté instantané pour vous? C'est pour avoir la visibilité. La visibilité. C'est ce qui s'est passé, je crois. Est-ce que c'est aussi pour ne pas laisser des preuves disparaître? Puisque je vais alors vous lire l'objectif même de la commission. C'était d'enquêter au fin d'établir la vérité sur les événements du 28 septembre 2009 ainsi que sur leurs préparatifs et plus généralement sur tous les faits qui en découlent directement ou indirectement. Oui. Donc en clair, c'était pour ne pas laisser les preuves disparaître. Oui. Est-ce que vous saviez que ce n'est pas le président Dadis qui a désigné les membres de cette commission? Ah, d'accord. Je veux dire qu'il les a choisis, même si c'est par ordonnance qu'il les a désignés. Je vais vous lire les noms de ces membres pour que vous compreniez. 1. Monsieur Siriman Kouyaté, magistrat, procureur de la République près le tribunal de première instance de l'Abbé. 2. Monsieur Doura Chérif, magistrat, premier président de la Cour d'appel de Conakry. 3. Monsieur CCTA, magistrat, directeur général adjoint du bureau d'études et de réforme judiciaire. 4. Madame Mmassouma, magistrat, inspectrice générale adjointe des services judiciaires. 5. Monsieur Baïla Diallo, magistrat, procureur de la République près le tribunal de première instance de Mamou. 6. Ibrahima Chérif Haïdara, magistrat au cabinet du ministre de la Justice, garde des Sceaux. 7. Maître Mohamed Lamine Souma, avocat à la Cour. 8. Maître Sori Kondé, avocat à la Cour. 9. Maître Amara Chérif, avocat à la Cour. 10. Monsieur Francis Charles Haba, professeur de droit à l'université de Sanfonia. 11. Monsieur Kake Makanera Alassane, professeur de droit à l'université de Sanfonia.
12. Dr Hassan Ba, médecin légiste au CHU d'Ignace Dine. 13. Dr Oumar Taïbada Balde, médecin chirurgien au CHU de Donka. 14. Maître Fromo Frédéric Loua, représente l'Organisation de défense des droits de l'homme. Les mêmes droits pour tous. 15. Madame Pierrette Tolno, représentant le REFAMP, Société civile. 16. Madame Fatoumata Morgan, représentante du REFMAP, Société civile. 17. Monsieur Pierre Kouevogui, représentant de parti politique, Bloc des forces patriotiques. 18. Dr Saïdou Djoubate, représentant de parti politique, Bloc des forces patriotiques. 19. Monsieur Michel Koriman, professeur à la Sorbonne, président de l'Académie européenne de géopolitique. 20. Monsieur El Razi, membre du Conseil constitutionnel du Royaume du Maroc, professeur de droit public et de sciences politiques. 21. Monsieur Francis Spinoz, avocat à la Cour de Paris, ancien membre du Conseil de l'Ordre des avocats à la Cour de Paris, officier de la Légion d'honneur, officier de l'Ordre national de mérite. 22. Monsieur Seydou Nourou Tal, professeur agrégé de droit et de sciences politiques, vice-doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université Cheikh Anta Diop. Enfin, Maître Ibrahima Niang, avocat au barreau de Guinée. Est-ce que ces personnes-là, Sénégal, est-ce que ces personnes-là, vous les connaissiez? Non. Non. Est-ce que le président Dadis pouvait influencer ces personnes-là? Je ne crois pas. Toujours. Est-ce que vous saviez que les résultats de cette commission ont été rendus alors qu'on avait tiré sur le président Dadis et que ce n'était plus lui qui contrôlait? Ça a été rendu en janvier 2010. Oui. Est-ce qu'en janvier 2010, le président Dadis était aux affaires? Non. Est-ce qu'il pouvait alors influencer? Je ne crois pas. Par rapport à vous-même, à partir de quand vous avez été débarqué? J'ai été débarqué le 14 février 2010. Le 14 février 2010. 2010. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de la même manière qu'on n'a pas laissé le président Dadis continuer le travail qu'il avait commencé pour faire apparaître la vérité, vous aussi vous avez été débarqué de la même façon. Oui. Est-ce que vous ne trouvez pas alors un complot? Parce que nous on va démontrer devant ce tribunal le complot qui a été monté avec toutes les personnes et on va les citer de manière chronologique. Est-ce que vous ne voyez pas un complot? D'abord, le 28 septembre, on s'arrange à ce que celui qui pose des actes soit victime de tentative d'assassinat. Vous ne voyez pas un complot? Si. Un complot savamment orchestré. Oui. Je reviens au deuxième point. Sur les questions de déontologie. Monsieur Gabi. Oui, maître. Voyez, une consoeur de la partie civile et un des représentants du ministère public vous ont opposé pour la consoeur un code de déontologie de 96 qui n'est même plus applicable. Cela n'est pas un problème. L'autre vous a opposé un code de déontologie de la CEDEAO, harmonisé de la CEDEAO. Dites-moi, est-ce que vous êtes poursuivi, monsieur Diaby, ministre de la Santé, ou monsieur Diaby, médecin clinicien? Je suis poursuivi en tant que ministre. Parfait. Est-ce que alors, je retire alors, est-ce que vous avez reçu des patients avec qui vous avez eu à échanger des confidences, qui vous ont donné certains éléments liés à leur état et que vous les avez par exemple divulgués? Non. Non. Alors, est-ce que cette déontologie dont on parle peut vous être opposable devant un tribunal criminel? Je crois que non. Non, n'est-ce pas? Oui. On va avancer. Monsieur Diaby, toujours sur la même lancée, je reviens au troisième point. On parle de dénonciation et d'ordonnance de renvoi. Tout le monde vous fait comprendre ici que pourquoi vous n'aviez pas dénoncé.
Est-ce que vous saviez que lorsqu'un procureur de la République est informé de la commission d'une infraction, il peut, sans attendre une dénonciation, faire ouvrir lui-même une information ou des enquêtes? D'accord. Alors je vous l'informe. D'accord. Est-ce qu'à ce moment-là, il y avait un garde des Sceaux? Oui. Qui était le garde des Sceaux de l'époque? C'est Général Sibalo Lamou. C'était qui? Bon, j'ai oublié le... Ça devrait être Maître Boubacar Sow, bâtonnier Boubacar Sow. Est-ce qu'il y avait un procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixine? Oui. Pourquoi ces gens-là, ces autorités judiciaires-là, qui ont été informés au même titre que vous, que tout le monde, dans les médias, pourquoi eux, ils n'ont pas ouvert une information? Pourquoi ils n'ont pas décidé d'enquête? Est-ce qu'eux-mêmes n'ont pas failli? Alors, si on veut vous reprocher que vous avez failli, est-ce qu'eux-mêmes n'ont pas failli? Ont-ils failli ou pas? Oui. Est-ce qu'il vous appartenait à vous de le faire alors qu'ils le savaient déjà? Oui. Est-ce qu'il vous appartenait à vous de le faire alors qu'ils le savaient déjà? Non. C'est leur rôle. Non. Ils ne l'ont pas fait, ils ont aussi failli. Sur l'ordonnance de renvoi, je vais être très clair avec vous. On vous a fait signer, après votre interrogatoire, d'abord de première comparution, où on vous a notifié les charges qui pesaient contre vous. On vous a également entendu une deuxième fois l'ordonnance, l'interrogatoire sur le fond. Est-ce qu'on vous a fait signer ces documents-là? Non. Je parle de l'ordonnance, je parle du procès verbal d'interrogatoire sur le fond. Oui, je parle de votre procès verbal. Ah, le procès verbal, oui. Ce n'est pas grave, ce qui m'intéresse. Avec la permission de Monsieur le Président, je voudrais m'approcher. Voici le procès verbal d'interrogatoire de Monsieur Diaby. Voyez sur toutes les pages, si vous y avez vos signatures. Oui, maître. C'est parfait. Regardez cette ordonnance de renvoi. Voyez, est-ce que vous avez vos signatures dessus? Non, maître. Entre les deux actes, qu'est-ce qui vous lie? Là où j'ai ma signature, j'ai apposé ma signature. Alors, est-ce que quand un parquetier se met à lire une ordonnance de renvoi à charge, est-ce que ces écrits-là, le contenu doit être considéré comme de l'évangile, comme on veut faire comprendre? Vous savez pourquoi vous êtes là? C'est grâce à ça. C'est cette ordonnance-là qui lie ce tribunal criminel. S'il était évangile comme on veut le faire penser, on ne serait pas là. Vous serez déjà jugé. On est là justement pour qu'il y ait un jugement. Parce que ceci ne veut rien dire. Des questions. On ne peut donc ni vous reprocher de n'avoir pas dénoncé, ni vous opposer les termes d'une ordonnance de renvoi qui émane, qui provient de juge, mais pas vous. On est d'accord? Oui. Donc toute argumentation qui viendrait de là doit tomber. On est d'accord? Sur le quatrième point. Sur le quatrième point, c'est lié à vous-même. Monsieur Diaby. Oui, maître. Un des procureurs vous a posé la question suivante. Est-ce que le président Dadis a le droit de demander à son ministre de la Santé de garder des corps selon son bon vouloir? Est-ce que le président Dadis vous a demandé de garder des corps selon votre bon vouloir? Non. Non? Non. Il ne l'a jamais dit. N'est-ce pas? Non. Oui. D'accord. Entre vous et le président Dadis, qui est allé vers l'autre?
Qui est allé vers l'autre? C'est moi qui suis allé vers le président. Alors, c'est vous le demandeur, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'on peut transformer le président Dadis comme étant celui qui a la demande? C'était vous le demandeur, pas lui, n'est-ce pas? Oui. Dites-moi, monsieur Diaby, à supposer que le président Dadis vous ait demandé de garder des corps, est-ce que son intention n'était pas tout simplement de veiller à ce que ces corps soient protégés convenablement? Bien conservé. Bien conservés. Et c'est ce que vous avez fait. Oui. Est-ce que en le faisant, en vous demandant que ces corps soient bien conservés, on ne veut pas tout simplement chercher sur son crâne rasé des poux qui ne peuvent exister? Parce que le temps est déjà donné. Qu'en réalité, les questions qui sont posées à vous, ce n'est pas vous, c'est lui. Monsieur Diaby. Oui, maître. Je reviens une dernière fois au président Dadis. Est-ce que si le président Dadis n'avait pas été victime de tentative d'assassinat, est-ce que les véritables auteurs, entre griffes, de ces malheureux événements ne seraient pas aujourd'hui retrouvés? Sûrement, sûrement. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le président, honorable assesseur. Merci. Monsieur Diaby. Oui, maître. Est-ce qu'il vous appartenait à vous, on parle de rapports souvent, des rapports qui ont été établis, est-ce qu'il vous appartenait à vous de fournir ces rapports-là à la justice, ou il appartenait à la justice de demander ces rapports? Oui, c'est pour ça que j'ai parlé de requête. Oui. Il appartenait donc à la justice, voilà, comme vous demande les rapports. Oui. Ils sont au ministère de la Santé. Oui. Voilà. On a invoqué, le procureur a invoqué tout à l'heure les dispositions du code de déontologie de la CEDEAO, médicale de la CEDEAO, de 2013. Et ces événements-là remontent à 2009. Selon vous, est-ce que ce code est applicable en cette matière-là? C'est lorsque j'ai appris ici, parce que je ne suis pas très fort. Vous n'êtes pas juriste, que la loi n'est pas rétroactive. Alors, merci. En principe, un document, c'est un document de... Je vous remercie. Merci bien. Tout à l'heure, le procureur, dans son exposé, a visé un procès verbal de constat par rapport à la situation géographique, là où vous étiez 36 par rapport à Kountia. Est-ce qu'il y a un secteur ou un quartier quelconque sur la route nationale entre Kountia et 36? Non. Voilà. C'est collé. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas dit, par exemple, que vous avez parlé, vous avez parlé d'un quartier de la commune de Kaloum, et que celui dont on parle dans le procès verbal parle d'un quartier de la commune de Koya. Hein? C'est pratiquement la même chose. Oui. Voilà. Vous étiez au niveau, vous avez dit tout à l'heure que vous étiez entre Lansana Barrage et Kountia, oui. Précisément vers l'usine Matela. Oui. Voilà. Donc quand vous êtes arrivé, quand vous êtes là-bas, à peu près vous voyez le kilomètre 36. Oui. Voilà. Je vous remercie. Dernière question peut-être. On parle toujours le parquet, je vais vous charger, parle de 54 corps par rapport à la restitution des corps, et vous avez parlé tout à l'heure par rapport à la restitution de 57 corps. Est-ce que vous étiez réellement le président de la commission de restitution des corps? Non, je n'étais même pas membre. Je vous remercie. Monsieur Gabi, oui, maître. 2 ou 3 questions. De l'autre côté, on veut vous faire croire que c'est le procès du CNDD.
ou que le procès du coup d'État. Est-ce que vous êtes là pour les événements du 28 septembre ou parce que vous êtes membre du CNDD ou la prise du pouvoir par le CNDD? Non, je suis là pour les événements du 28 septembre. Très bien. Quand le CNDD a pris le pouvoir, est-ce qu'un seul Guinéen a perdu la vie lors de la prise du pouvoir? Non, à ma connaissance. Le président Dadis ne rappelait-il pas que c'est le seul coup d'État où, à l'occasion duquel il n'y a pas eu d'effusion de sang? Oui. Est-ce que celui qui a pris le pouvoir, sans effusion de sang, peut salir ses mains avec le sang de ses compatriotes qu'il aime tant? Ah, c'est pas évident. Est-ce que ça c'est possible? C'est pas évident. Très bien. On vous pose des questions parce que vous êtes médecin. On profite pour vous poser des questions de déontologie et que vous devez prendre soin ou pas des malades. Est-ce qu'au moment précis des faits, n'étiez-vous pas simplement ministre en tant que coordinateur du ministère? Oui, mais j'étais ministre. Étiez-vous exécutant? Non. Je n'étais pas médecin traitant. Donc vous n'avez pas à administrer des soins alors qu'il y a des subordonnés ou des gens qui sont dédiés, qui étaient dédiés à ces faits-là à des moments précis. Oui ou non? Oui. Lorsque on est en train de faire croire que le président Dadis vous a demandé de garder des corps, d'accord. Est-ce que si on vous demande de garder les corps qui ont été gardés, c'était pour des besoins de conservation ou c'était pour d'autres fins? C'était pour des besoins de conservation, oui. D'accord. Parce que si les corps sont conservés, on peut savoir éventuellement déterminer la cause de leur mort ou les restituer directement à leur famille. Oui ou non? Oui. Les corps là ont-ils été restitués, oui ou non? Oui. Ils ont mis en place une commission de restitution des corps, oui ou non? Oui. Mais pourquoi on veut faire croire que le président Dadis vous a demandé de garder les corps pour utiliser à d'autres fins? Comme mon aîné l'a dit, est-ce que ce n'est pas pour trouver quelque chose d'imaginaire, des preuves qu'on veut inventer de toutes pièces? Oui ou non? Oui. Je vous remercie. Mon colonel. Oui, maître. Vous êtes resté combien de mois ministre de la Santé? En tout cas, je suis resté jusqu'au 14 février 2010. Pendant combien de mois? Bon, prénom, je crois, selon le truc que j'ai oublié, c'était en janvier, non? Ça fait un an et, je crois, un an, un mois. Un an, un mois. Un an, un mois? Oui. D'accord. Avant que vous ne soyez ministre, est-ce que vous avez connu le colonel Claude Pivi? Vous dites? Avant d'être ministre, est-ce que vous avez connu le colonel Claude Pivi? Avant d'être ministre, j'ai connu bien qu'au plan, nous sommes de la même unité. Nous sommes tous du bataillon autonome de troupes aéroportées. D'accord. Après la prise du pouvoir, est-ce qu'il y avait la fréquentation entre vous, le respect, la cordialité entre vous? Oui, il y a la cordialité, il y a le respect, mais eux, ils étaient à Alpha Aya, moi j'étais en ville, donc on ne se voyait pas souvent, mais il y a toujours eu le respect entre Pivi et moi. D'accord. Lorsque vous avez fait demi-tour de Lansana pour venir à Donka, est-ce que vous l'avez rencontré sur votre trajet? Le colonel Pivi? Oui. Non. Tout le trajet que vous avez eu à faire ces jours-là en tant que ministre de la Santé, chargé d'organiser les prises en charge, chargé de coordonner les activités des hôpitaux pour que les blessés soient dans les meilleures conditions. Est-ce que vous avez rencontré à travers la ville le colonel Claude Pivi? J'ai pas, pendant tout le périple que j'ai fait là-bas ce jour, le 28 septembre, j'ai pas vu le colonel Pivi, je ne l'ai pas rencontré. D'accord. Est-ce que vous avez entendu parler de lui ces jours-là? Non. Dans la ville? Non. D'accord. Maintenant, vous avez connu le commandant Marcel? Vous dites? Le commandant Marcel Guilagogui. Oui. Vous l'avez connu?
Oui, j'ai connu Marcel au camp Alpha Yaya. Après la prise du pouvoir? Après la prise du pouvoir. D'accord. Est-ce qu'il est arrivé une seule fois qu'il vous perde de respect? Non. Est-ce que vous avez appris une seule fois qu'il a perdu, il a, je ne sais pas comment dire, il a offensé un ministre ou un gouverneur ou une autorité quelconque qui fréquentait le palais? Honnêtement, maître, moi je n'ai rien appris de mal de Michel. Et il ne l'a pas fait aussi. Absolument rien. Non. Et pourtant, il était à la présidence là-bas. Oui, je le voyais deux fois, je l'apercevais. Deux fois. Est-ce qu'il est arrivé une fois qu'il vous empêche de voir le président? Non. D'accord. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Gabi. Oui, maître. Très bien. Et est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là? Oui. Vous savez les faits qui vous sont reprochés? Oui. Avez-vous suivi ici avec tout le monde la lecture de l'ordonnance de renvoi? Oui. Donc, ça veut dire que l'ordonnance de renvoi dont on vous a montré, le but recherché, c'est de porter à votre connaissance les faits qui vous sont reprochés. OK? Ensuite, on vous a montré votre PV tout à l'heure, où vous aviez apposé votre signature. Vous l'avez reconnu, non? Oui. Voilà. Est-ce que vous savez que ces faits-là, vous êtes libre de les reconnaître à cette barre ou de ne pas les reconnaître? Oui. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Mais, bon, moi je crois que je suis là, c'est pour reconnaître les faits réels, ce que j'ai fait, oui, par rapport à ce qu'on oui, me reproche. Oui. Est-ce que vous le savez que vous êtes fondé à reconnaître ou à ne pas reconnaître les faits consignés dans ces PV? Oui, d'accord. Voilà, ça c'est votre droit. Donc ces démonstrations-là ne signifient absolument rien. Ensuite, vous vous rappelez, lorsque je vous posais des questions par rapport à la communication des rapports résultant des travaux de votre comité de crise, vous avez dit que vous ne le faites pas parce que il existerait la confidentialité. Vous vous rappelez? Oui, je me rappelle. Très bien. Donc, et si on vous montre des textes, parce que c'est vous qui avez parlé de confidentialité, on vous montre des textes pour vous dire qu'on ne peut pas opposer la confidentialité à la justice. Est-ce que ça c'est un problème? Cela est-il un problème? Bon, ça dépendra de celui qui me montre ces textes, si c'est des problèmes ou bien si c'est pas un problème, mais je ne réponds pas à cette question. Merci, vous êtes libre, hein? Voilà. Et vous savez, celui qui a favorisé ou qui a créé la commission d'enquête, qui a créé la commission d'enquête nationale? Je ne sais pas celui qui l'a créé, mais je connais celui qui a ordonné la création de cette commission d'enquête. Qui a pris le décret portant création de la commission d'enquête? C'est le président Moussa Dadis. Très bien, c'est de cela qu'on parle. D'accord, il n'avait pas bien saisi. Et est-ce que vous savez que le président Dadis est aussi impliqué que vous, Toumba et tous les autres accusés dans cette affaire? D'accord. Vous le savez ou bien vous ne le savez pas? Je le sais. Voilà. Et est-ce que si c'est lui qui crée la commission d'enquête, cette commission peut être indépendante à son égard? Elle peut l'être? Ah oui, elle peut comme elle peut ne pas l'être. Pourquoi cette commission ne parle pas de lui? Le rapport est là. Pourquoi elle ne parle pas de lui? Ça, je ne sais pas parce que je n'étais pas membre de la commission. On peut être juge et partie à la fois? C'est possible ça? C'est pas évident. Voilà, donc c'est le cas qui est là. Ensuite, je vais terminer. Vous, en ce qui concerne la commission d'enquête internationale, cette commission d'enquête, qui a sollicité sa création? C'est le président Dadis. Le même président Dadis. Et je vais vous lire un passage de cette commission. Ça a été lu ici par la défense de M. Moussa Dadis Camara. Alors, il s'agit de la page point 19. Le programme de
travail prévoyait qu'à la fin de sa mission à Conakry, la commission s'entretiendrait avec le président de la République guinéenne sur les conclusions préliminaires de ces travaux. Et est-ce qu'une commission dite internationale, dite indépendante, qui devrait avoir un entretien avec un accusé, avec une personne impliquée dans les faits, autour des conclusions, cette commission-là, elle est-elle crédible? Elle est? Bon, maître, là, je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne suis pas juriste. Voilà, vous êtes libre, hein? Oui. Mais de toutes ces commissions créées par M. Dadis, quand on vous dit aujourd'hui que ces commissions-là, ça vient de la défense de M. Dadis, que ces commissions ne sont pas sérieuses, à qui on peut imputer cette responsabilité? À qui? Vous dites, j'ai pas bien saisi. Vous avez suivi la défense de M. Moussa Dadis Camara. Dire que cette commission ne serait pas sérieuse. Si cette commission n'est pas sérieuse, à qui on peut en imputer la responsabilité? À qui? Bon, si quelqu'un vous l'avez approuvé, donc vous devez parler. Cette commission n'est pas sérieuse, alors que c'est le président qui a pris un décret pour constituer cette commission. Je crois qu'en ce moment, ils veulent attaquer le président qui a signé le décret. Ça vient de son cas. Hein. Ça veut dire que le président n'a rien fait de sérieux. Merci. Des questions. Des questions. Il n'y a pas d'objection. Ça n'existe pas dans la législation guinéenne, objection. Si vous avez des questions, vous aurez le temps de poser des questions encore. Des questions. On continue sur les questions d'abord, s'il vous plaît. Monsieur le Président. S'il vous plaît, continuez avec les questions. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole. Juste une seule question. Mon colonel. Oui, maître. Les faits qui vous amènent devant ce tribunal ne sont-ils pas précis, ou bien vous êtes à cette barre en qualité de témoin? Moi, je crois que les faits qui m'ont amené ici sont bien précis et consignés dans ce document. Dans l'ordonnance de renvoi. Oui. Mais est-ce que vous pouvez comprendre qu'on puisse vous poser des questions pour avoir des renseignements ou des informations dont vous n'aviez aucune idée? Franchement, je suis surpris, mais comme je suis obligé de répondre, c'est... Moi, je vous informe que vous n'êtes pas obligé de tout répondre. Ah, d'accord. Bien. Votre droit aussi de dire, je ne... Il est obligé de tout répondre. Non. Voilà, s'il vous plaît, ne faites pas d'amalgame, maître. Il doit répondre. Il y a les réponses. S'il ne veut pas, s'il vous plaît, il peut dire qu'il ne répond pas. C'est une question aussi. Mais vous ne pouvez pas dire qu'il n'est pas obligé de tout répondre. Non. Voilà, donc il faut voir la manière de dire alors, s'il vous plaît. Voilà. Hein? Monsieur le ministre. Oui, maître. Donc, je vais reformuler encore. Si vous n'avez pas de réponse à une question, vous pouvez dire avec beaucoup de courtoisie à la personne que vous n'aviez pas de réponse à sa question parce que vous êtes à cette barre pour des faits précis. Non, vous n'êtes pas là. Allez-y avec les questions maintenant, maître. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Merci, honorable assesseur. Docteur. Oui, maître. Juste une question de précision pour satisfaire ma curiosité. Vous partiez de temps en temps au camp Alpha Yaya pour rencontrer le président Dadis au cas où cela s'avérait nécessaire, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que lors d'une de vos visites au camp Alpha Yaya, vous aviez remarqué la présence de nouvelles recrues qui seraient venues du centre de formation de Kalea sous instruction du président Moussa Dadis Camara? Non, moi, non, j'ai pas constaté ça. Surtout que je ne venais que la nuit, parce que le président Dadis ne travaillait que la nuit. Il ne travaillait que la nuit. Pour finir, est-ce qu'un jour, lors de l'une de vos visites, vous aviez remarqué
la présence de certains gendarmes que vous connaissiez et qui seraient en béret rouge. C'est-à-dire la présence de certains bérets verts et qui seraient là en train de porter des bérets rouges au camp. Maître, si vous venez au camp là-bas vers 22h, 23h, vous voyez le monde, vous ne pourrez même pas faire un discernement. Bon, je n'ai pas constaté, je ne cherchais pas à faire la différence entre les gens, à regarder les gens. Moi, je partais juste chez le président, faire signer le document que j'ai à faire signer et puis partir. Merci. Merci, M. le Président. Merci. Bien. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Diaby. Oui, maître. Alors, tout à l'heure, en répondant à une des questions de la partie civile, on a parlé de M. Yacouba Bari. Alors, moi, je veux savoir, est-ce que vous connaissez où se trouve le bureau de M. Pivi? M. Claude Pivi. Oui, je connais Claude Pivi. Où est son bureau? Est-ce que vous savez là où il était situé? Non. D'accord. Non. Mais vous avez au moins écouté à cette barre, M. Tegboro dit que son bureau était éloigné de la présidence, n'est-ce pas? Oui. Bien. Dans ces conditions, M. Bari, qui dit être détenu chez Tegboro, comment peut-il en même temps voir des pick-up à cette heure, embarquer des gens pour une destination inconnue et au même moment être en cet endroit, voir des pick-up, embarquer des personnes également sur PV? Non, là c'est pas possible. Parce que je ne connais pas effectivement le bureau de PV, mais je connais l'emplacement du bâtiment. Je ne suis jamais rentré dans le bureau de Tegboro, mais je connais l'emplacement. C'est distant. Dans ces conditions, est-ce qu'une personne qui serait détenue en l'un de ces endroits peut vivre les mêmes événements à la fois? Non. Ne trouvez pas cela contradictoire? Vous dites, ne pensez-vous pas que cela est contradictoire? Oui. Est-ce que cela est possible? Non, je crois que non. Bien. Alors, par rapport au rapport des commissions d'enquête, tant nationales qu'internationales, moi je veux savoir, ces rapports-là, est-ce qu'ils valent jugement? Si ces rapports font valent des jugements. Maître, là, j'ai pas bien compris. Ces rapports-là, voilà, simplifié pour moi. Est-ce que ces rapports-là veulent dire un jugement? Non. C'est pas des jugements. Non. Donc, ça veut dire, une fois ces rapports établis, ils doivent être communiqués à la justice, n'est-ce pas? Oui. Dans ces conditions, est-ce qu'on peut admettre que le président Dadis Camara n'a pas de pouvoir de détruire ces rapports-là? Autrement dit, est-ce que le président Dadis Camara pourrait détruire ces rapports sans les présenter à la justice? Non. Dans ces conditions, ces rapports, est-ce que ceux qui l'ont établi, ils les lisent ou ils ne les lisent pas? Ces rapports-là, oui. Ceux qui les ont établis, est-ce que ça les engage? Je n'ai pas bien compris. Mais... Est-ce que ces rapports engagent ceux qui les ont faits? C'est ça la question, mais... Tout à fait, Monsieur le Président. Ceux qui ont rédigé ces rapports, oui. Si ça les engage. Oui. Si quelqu'un rédige un rapport, le rapport l'engage. Bien. Dans ces conditions, ces rapports-là, est-ce que ces rapports contiennent des conclusions que le président Dadis Camara aurait tirées, ou ces rapports-là contiennent des conclusions que les auteurs eux-mêmes ont tirées à la suite des enquêtes? C'est les auteurs qui ont tiré des conclusions, je crois. Alors, dans ces conditions, pourquoi peut-on dire que Dadis Camara aurait détruit ces rapports ou aurait modifié les conclusions? Qu'en pensez-vous? Je crois que il ne peut pas modifier un rapport qu'il n'a pas rédigé, qu'il n'a pas vu, qu'il n'a pas... Bon, c'est au tribunal d'apprécier. Bien. Alors, M. Diaby. Oui, maître. Je veux savoir, est-ce qu'un parent des victimes a porté plainte contre vous au motif que vous aurez détourné un corps? Non. Parce qu'on vous pose des questions
de savoir, oui, M. Diaby, pourquoi vous n'étiez pas à l'hôpital pour voir des malades, pourquoi tel corps, on l'a utilisé, vous n'êtes pas au courant. Est-ce que vous pouvez dire à ce tribunal ce que vous n'avez pas vécu? Non. Est-ce que vous pouvez dire à ce tribunal ce que vous ne connaissez pas? Non. Bien. Alors, moi je me demande, ce jour-là, si vous étiez comporté en médecin clinicien, en vous soutenant aux médecins pour soigner les malades ce jour-là, est-ce qu'on n'aurait pas dit encore ce jour aujourd'hui que c'est vous qui avez tué ces malades? Oui, mais ces jours-là, j'étais dans mon manteau de ministre. Je n'étais pas dans mon manteau de médecin. Justement, M. Diaby. Oui. Vous étiez ministre à l'époque des faits, n'est-ce pas? Oui. Vous avez déclaré avoir pris des précautions pour que ces malades soient soignés. Oui. Bien. Mais en dépit de ces conditions réunies, on dit que vous avez donné des coups de pied aux malades, n'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? Oui. Alors, si vous-même avez pris votre manteau de médecin pour vous mettre à les opérer un à un ou à leur donner des soins ce jour-là, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne dirait pas que M. le ministre a ôté son manteau de ministre, s'est transformé en médecin et a tué les malades? Ah oui. Oui. Il l'aurait dit. Bien. Ne pensez-vous pas que ce jour-là, en restant uniquement ministre de la Santé, pour donner des directives, que vous avez pris la meilleure solution qu'il fallait en la matière? Autrement dit, est-ce que ce jour-là, en restant ministre de la Santé, oui, en vous comportant comme tel, les actes que vous avez posés, ces actes-là, étaient-ils ceux qui vont être posés ou pas? Oui. Bien. Alors, on a tendance à profiter de votre passage pour attribuer des faits au président Dadis Camara. Est-ce qu'il n'est pas dans la salle lui-même? Si, il est dans la salle. Bien. On a posé la question de savoir ce gouvernement, s'il était sérieux. Mais est-ce qu'on est là aujourd'hui pour juger des actes de gouvernement ou pour juger des faits qui seraient commis le 28 septembre 2009? Nous sommes ici pas pour juger le gouvernement, mais pour ces actes qui ont été commis le 28 septembre. Ne pensez-vous pas qu'à travers ces questions-là, on est en train de chercher, comme on l'a dit mon confrère, des poux sur un crâne rasé? Bien. Alors, M. Diaby, en tant que ministre de la Santé, à l'époque des faits, pensez-vous que le gouvernement d'alors avait pris toutes les mesures qu'il fallait en la matière? Oui. Bien. Pensez-vous que chacun en ce qui le concerne, et vous, ministre de la Santé, et le président de la République, ont eu à apporter des actes utiles par rapport aux victimes? Oui. Bien. Et dans un État comme le nôtre, lorsque des infractions sont commises, supposons ce jour-là, par rapport aux faits, est-ce qu'il vous appartient en tant que ministre de la Santé d'engager des poursuites contre les uns et les autres? Non. À qui revient ce rôle? Le ministère de la Justice, je crois. Bien. Concernant votre parcours, oui, est-ce que ce parcours-là met en évidence un quelconque manquement par rapport aux faits? Non. Le fait de revenir sur Conakry, aller à Donka, est-ce là constitutif d'infraction? Je crois que c'est positif et c'est ce que je devais faire. Bien. Concernant les corps, on a dit qu'au camp Samori Touré, le général Tortor Camara aurait déclaré avoir vu des corps. Mais si vous dites que vous n'avez pas vu ces corps, est-ce que vous dites la vérité? J'ai dit la vérité. Moi, je n'ai pas vu de corps, maître. Bien. Et les corps qui étaient à Donka, on a dit qu'il y a un manquant entre les corps qui étaient à la morgue et les corps qui ont été restitués.
Est-ce qu'un rapport vous a été présenté par rapport à cette différence-là? Non. Autrement dit, est-ce que les corps qui ont été restitués à Donka, la commission de restitution vous a présenté un rapport? Non. Bien. Non. Dans ces conditions, en disant à ce tribunal que suivant les rapports qui vous ont été communiqués, il n'y avait que 51 et 57 corps. Cela est-il vrai ou faux? Bon, moi, je n'ai pas vu, la commission de restitution ne m'a pas fourni un rapport qui a énuméré cette différence. Bien. Donc, en substance, M. Yabi, moi, je veux savoir, suivant les faits tels que décrits à la base de ce tribunal, est-ce que le président Dadis Camara, au moment des faits, a posé un acte quelconque qui soit contraire à la prise en charge des victimes? Par rapport à la prise en charge des victimes, non. Non. Merci, M. le Président. Bon, s'il y a beaucoup d'autres questions, on sera obligé de s'arrêter là pour continuer demain. Monsieur le Président, juste deux questions, avec votre permission. C'est ce que je dis, on sera obligé de continuer demain pour des mesures sécuritaires. Voilà. Donc le tribunal